Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous en sommes au chapitre qui concerne l'éducation complète de l'être humain, à savoir le premier point, la vie organique et la santé corporelle, le deuxième point, l'éducation de la sensibilité, un troisième point, l'éducation de l'intelligence, et je rappelle par rapport à la dernière fois, nous avions simplement effleurer cette question. Dans l'enseignement, il ne s'agit pas seulement de communiquer des connaissances, de développer ce qu'on pourrait appeler l'érudition, mais l'enseignement doit surtout former et développer la qualité et la valeur de la faculté intellectuelle en la formant aux trois actes essentiels que nous allons voir aujourd'hui: abstraire, juger, raisonner. Donc, d'abord, l'éducation de l'abstraction. C'est par l'abstraction que se forment nos idées. Tant qu'il n'y a pas d'abstraction, il n'y a que des données immédiates de l'expérience, des faits, des images sensibles. Et l'intelligence n'acquérera donc des idées, qui sont les éléments fondamentaux de toute vie intellectuelle, que dans la mesure où elle est capable d'abstraire. Il ne peut donc y avoir d'éducation de l'intelligence sans d'abord une éducation de l'abstraction. Alors, qu'entend-on par là? On comprend la lacune grave d'un enseignement qui resterait aujourd'hui au niveau qu'on appelle audiovisuel, qui se contenterait de faire voir, d'entendre, d'observer, de regarder, d'écouter, de donner des faits, d'informer. Un tel enseignement maintiendrait au niveau de la seule connaissance sensible, et il ne formerait jamais l'être humain à la connaissance intellectuelle. Ça ne veut pas dire que l'enseignement devrait communiquer directement des idées abstraites en ignorant les données de l'expérience sensible, puisque nous savons que toute connaissance passe par les sens. Donc cet enseignement ne peut pas ignorer les données de l'expérience sensible dont les idées abstraites sont issues et sans lesquelles elles ne peuvent être comprises. Parce que alors, cet enseignement, il ne formerait nullement à abstraire. Donc l'enseignement doit éduquer à tirer l'abstrait du concret. C'est ça, éduquer à abstraire. Donc il doit, à partir des faits, à partir de ce qui a été vu, entendu, et surtout regardé, écouté, observé, il doit, à partir de ces faits, partir des données concrètes de l'observation, de l'expérience sensible, pour en extraire l'idée abstraite. Et ceux qui sont devant leur télévision 24 heures sur 24, eh bien, ils sont incapables d'abstraire. D'extraire l'idée abstraite. Ils sont incapables. Donc, il faut partir des données concrètes de l'observation pour passer de là à la saisie de l'idée abstraite, qui est l'acte propre de l'intelligence, qui, au-delà de la connaissance sensible, constitue la connaissance proprement intellectuelle.
Donc l'éducation de l'intelligence n'est complète que si elle la forme aux 3 niveaux ou degrés d'abstraction qui constituent les 3 grands types de connaissances intellectuelles. L'abstraction physique, celle des sciences expérimentales, qui, à travers des phénomènes particuliers, découvrent les natures et les lois universelles des phénomènes sensibles, par lesquels la réalité se manifeste à notre expérience. Le mouvement, la chaleur, le son, la lumière, l'électricité, la vie, etc. Puis l'abstraction mathématique, qui découvre dans les choses ce qu'il y a en elles de quantitatif et les relations de calcul entre les quantités. Et puis l'abstraction métaphysique, qui est celle de la philosophie, qui considère les choses dans leur être même et qui découvre dans ces choses ce qui appartient à ce domaine de l'être. Une intelligence qui ne pourrait concevoir et raisonner qu'à l'un ou à l'autre de ces 2 niveaux et pas aux 3, eh bien elle serait incomplète. Ensuite, après l'abstraction, le jugement. Le travail de l'intelligence ne trouve son achèvement et sa conclusion que dans le jugement. Une intelligence qui n'est pas capable d'aboutir à affirmer, c'est une intelligence qui ne conclut pas, une intelligence qui reste en route. Il n'y a donc pas de véritable éducation de l'intelligence sans une éducation au jugement. Jugement qui forme à reconnaître le vrai, à reconnaître le faux et à distinguer le vrai du faux, et éducation du jugement qui porte ensuite à affirmer. Le fondement de cette éducation du jugement, c'est l'éducation à l'objectivité, c'est-à-dire à toujours reconnaître la réalité telle qu'elle est et non pas telle que je la veux, même si elle n'est pas conforme à nos désirs. L'enfant n'est que trop souvent porté à prendre ses désirs pour des réalités. Donc il faut une éducation pour former son intelligence, à ne pas laisser influencer ses jugements par ses intérêts, ses goûts, ses sentiments, ses désirs, ses sympathies ou ses antipathies. Donc il doit pas. L'éducation consiste à éviter que l'enfant se laisse influencer par ses intérêts, mais qu'il accepte la réalité. Alors bien souvent, l'enfant va juger des choses par rapport à lui, en les classant en utiles, inutiles, agréables, désagréables, bienfaisantes, malfaisantes. Alors il faut éduquer l'enfant à les reconnaître telles qu'elles sont, indépendamment des avantages ou des désavantages qu'elles ont pour lui. C'est le sens du réel. Si l'on n'a pas commis la grave erreur de provoquer la méfiance de l'enfant en lui mentant, l'enfant, il est spontanément confiant. Donc il faut veiller aussi à ce que cette confiance ne dégénère pas en crédulité. Donc la formation du jugement comporte l'éducation de l'esprit et d'un esprit critique qui n'accepte pas d'affirmer sans preuve, qui exige de n'affirmer qu'après s'être bien assuré de la vérité de ce qu'on affirme. Donc l'éducation du jugement doit former à ne pas se contenter du vague, du flou, du superficiel, de l'incertain,
de l'opinion plus ou moins probable ou douteuse, mais faire naître une exigence de rigueur, une exigence de précision, qui est certes particulièrement développée par les études scientifiques et qu'on doit avoir évidemment en philosophie, mais qu'il faut trouver aussi dans les études historiques, littéraires, ces dernières réclamant notamment la précision, la rigueur dans l'expression de la pensée, dans le choix des mots justes, précis, expressifs, et puis dans la structure rigoureusement enchaînée des phrases. Donc une telle éducation du jugement, eh bien, normalement, elle doit former chez l'enfant la haine de l'erreur, la haine du mensonge. Je dis bien la haine, parce qu'elle formera en lui l'amour de la vérité. Et donc le zèle patient, persévérant, pour la recherche jusqu'à ce qu'il y aboutisse. Il faut éduquer à bien affirmer la vérité, dont on a pu acquérir la certitude, mais à savoir en même temps que toute la vérité est partielle et réclame d'être complétée par des vérités complémentaires, donc à éviter tout systématisme et avoir conscience de l'étendue de ce qu'on ignore, ce qui entraîne une certaine humilité, qui va favoriser une certaine disponibilité, une certaine ouverture, et qui va entraîner aussi d'être toujours avide pour acquérir, pour découvrir de nouveau. Et pour cela, il faut éduquer à la docilité, à l'expérience, par laquelle nous sommes en contact avec la réalité à connaître, dont la richesse inépuisable aura toujours des aspects nouveaux à découvrir. Et puis, éduquer à la docilité à une réalité dont la richesse inépuisable dépasse à l'infini tout ce que nous pouvons en connaître et qu'il faut aimer avec la curiosité de toujours mieux la connaître comme l'œuvre inépuisablement luxuriante et foisonnante du Créateur. Et puis enfin, à la docilité, non seulement, certes et d'abord au maître qualifié et compétent pour nous enseigner, mais aussi docilité à toute parole humaine, en laquelle nous pouvons toujours espérer trouver quelque chose de vrai à y découvrir. Donc par là, une certaine ouverture d'esprit à tout interlocuteur de qui nous avons toujours quelque chose à apprendre. C'est pour ça qu'il faut éduquer à la curiosité, mais non pas n'importe laquelle, une saine curiosité, une inlassable curiosité saine, c'est-à-dire sans indiscrétion, et qui cherche toujours à s'instruire, à s'intéresser à tout, et en même temps au sens du mystère, qui, au-delà des clartés de notre raison, reconnaît ce qui lui demeure impénétrable. Et puis, l'éducation du jugement doit former aussi à l'analyse, à la synthèse, une intelligence qui ne serait capable que de l'une sans l'autre serait certainement incomplète. Et puis enfin, l'éducation du raisonnement. Abstraire, juger, raisonner. Le raisonnement, c'est le moyen par lequel notre intelligence va parvenir à des conclusions. Donc elle parvient à connaître par le jugement et à affirmer la vérité. Il n'y a donc pas d'éducation du travail et du fonctionnement de l'intelligence sans l'éducation du raisonnement, qui se fera en exerçant l'intelligence à raisonner, et surtout à raisonner correctement, en étant attentive à éviter toutes les fautes de raisonnement, avec les mêmes exigences qu'on a vues, exigences de précision, de rigueur. Alors ça suppose, bien entendu, qu'on fasse passer l'enfant
des simples associations d'images, qui sont le résultat d'observations empiriques et qui demeurent du domaine de la connaissance sensible. Donc faire passer l'enfant de ces simples associations d'images au véritable raisonnement dont l'intelligence seule est capable. Parce qu'il découvre, au-delà des simples constatations, de véritables nécessités inhérentes à la nature des choses. Donc, il n'y a d'authentique connaissance intellectuelle qu'à partir du moment où le raisonnement donne la notion d'une nécessité universelle, absolue, sans exception, parce qu'elle résulte de la nature même des choses, et une telle nécessité ne se découvre que si on est formé à ne pas se laisser abuser par de fausses généralisations de données empiriques qui pouvaient n'être que des cas particuliers. Donc l'éducation du raisonnement comporte qu'on forme l'intelligence aux deux manières de raisonner, inductivement et déductivement. Parce que si on se limitait à l'une d'elles, en négligeant l'autre, la formation intellectuelle serait très incomplète. Les sciences expérimentales ont une grande valeur pour former à l'induction et les mathématiques à la déduction. Mais il faut former l'intelligence à passer constamment de l'induction à la déduction et réciproquement, comme doit le faire toute saine philosophie, comme le font aussi à leur manière les sciences physico-mathématiques, et comme le font encore d'une autre manière les sciences morales et politiques. Alors, les études littéraires et artistiques ont aussi leur valeur pour la formation du raisonnement, en examinant l'enchaînement des faits dans les sciences historiques, en analysant et en expliquant les textes, les œuvres, les auteurs en littérature, et les œuvres d'art dans le domaine artistique. Alors tout cela concerne l'intelligence spéculative, mais l'éducation doit aussi former l'intelligence pratique. Dans le domaine de la conduite de la vie, cela ne comporte pas seulement la connaissance de la morale, des sciences sociales, des diverses sciences pratiques, mais savoir concrètement s'orienter à travers le dédale des circonstances pour décider à chaque instant ce qu'on doit faire. Ça, c'est ce discernement qu'on a appelé la prudence. Alors, bien sûr, ce discernement du chemin qu'il faut suivre n'est pas possible sans une volonté droitement orientée vers le but, c'est-à-dire vers le bien humain recherché, mais cela, on va le voir après, relève de la formation morale. Donc on ne peut pas faire fi de l'éducation de la volonté. Là, je parle de l'éducation de l'intelligence, il est évident qu'il faut une éducation de la volonté. Par ailleurs, la prudence, elle se forme par l'expérience. Mais l'éducation, c'est pour ça qu'on dira qu'un adulte peut devenir un homme sage, prudent, parce qu'il a l'expérience. Mais l'éducation peut et doit préparer à profiter de l'expérience en formant à savoir observer les hommes et la manière de se conduire, observer leurs actes, observer les résultats bons ou mauvais de ces actes. De plus, au-delà de l'expérience personnelle, la prudence est aussi éclairée par l'expérience collective de l'humanité, par tout le passé de l'humanité, cette expérience, et un rôle éducateur important peut être joué ici par l'enseignement qu'on appelait autrefois humaniste,
qui forme à tirer profit des leçons de l'histoire, ainsi que de l'explication, du commentaire des œuvres des auteurs qu'on appelle les grands moralistes, précisément parce qu'ils ont su nous livrer cette expérience collective de l'humanité. À cela, il faut ajouter une formation à la vie sociale, aux relations humaines, par les fréquentations que l'enfant va trouver, ou l'adolescent, par les responsabilités qu'il commencera à prendre, d'abord à l'école, puis dans les œuvres, dans les groupes, dans les mouvements, dans ces mouvements où il s'engage et où il accepte des activités. Je prends par exemple le scoutisme. Alors, il y aura dans ce domaine à éduquer l'enfant à être organisateur et méthodique. Par exemple, en ce qui concerne l'emploi de son temps. Et puis enfin, l'éducation peut et doit former l'enfant, et surtout l'adolescent, à être attentif à la diversité des cas et à l'ensemble complet de leurs circonstances, et à nuancer ses jugements pratiques en tenant compte de cette diversité, en tenant compte des circonstances. Je dis bien le jugement pratique. Éduquer l'intelligence pratique, c'est encore éduquer l'intelligence artistique, technicienne, artisane, ouvrière. Alors, bien sûr, là, il faudra tenir compte des goûts de l'enfant, des aptitudes de l'enfant. Des parents se rendent compte d'un enfant qui a des aptitudes au dessin, par exemple, qui a des aptitudes à la littérature, aux mathématiques, enfin bref, il faut tenir compte des goûts et des aptitudes de l'enfant. Mais il faut de toute façon le former à aimer et à savoir, dans un domaine ou un autre, réaliser quelque chose qui soit son œuvre, quelque chose dont il soit l'auteur, ou l'inventeur, ou le fabricateur. En ce qui concerne les beaux-arts, par exemple, il faut éduquer l'intelligence de l'enfant. L'éduquer à quoi? Eh bien, au discernement d'abord, puis, résultant de ce discernement, à l'admiration de la beauté. C'est la formation du jugement esthétique qui doit non seulement faire voir, mais expliquer à l'enfant la beauté des paysages, puis le mettre en contact avec toutes les belles œuvres de l'art humain et les lui commenter. Alors, même si l'enfant n'est pas doué pour pratiquer en lui-même l'un ou l'autre des beaux-arts, il faut l'éduquer à être comme lecteur, comme spectateur ou comme auditeur, un amateur intelligent des œuvres d'art, enthousiaste de leur beauté. Alors, il ne peut être non plus question de former l'enfant à toutes les techniques, à tous les métiers, mais dans les domaines pour lesquels il manifeste suffisamment de goût et d'aptitude, c'est là qu'il faut le former et le pousser à être inventif, à apprécier la valeur humaine des techniques par lesquelles l'homme domine, transforme la nature en la mettant à son service. D'où l'incompréhension de voir des parents qui vont pousser absolument l'enfant jusqu'au bac pour qu'il ait le bac, alors qu'il est incapable d'aller jusqu'au bac, mais alors qu'il a des aptitudes extraordinaires au point de vue artistique ou au point de vue technique, etc. Donc pourquoi le pousser jusqu'au bac et non pas lui faire faire après la troisième des études qui sont plus spécialisées dans la technique? Alors notamment l'expérience des résistances de la nature et des choses auxquelles on ne commande qu'en leur obéissant, qu'en respectant et utilisant leurs lois, peut être très formatrice d'un sain réalisme. La formation technique, par exemple, elle peut développer aussi les exigences de rigueur, de précision.
Et puis en parlant d'intelligence artisane ou ouvrière, n'oublions pas que les habiletés manuelles sont l'œuvre de l'intelligence, qui aime et qui dirige le geste des mains, ou quelquefois de tous les membres et de tout le corps. C'est pourquoi, à moins d'inaptitude complète, il est bon, dans une formation humaine, d'éduquer l'enfant à se servir de ses mains et d'outils, d'instruments, pour travailler la terre, la pâte, le tissu, le cuir, le bois, le métal, et avoir le goût d'être ainsi un réalisateur. Voilà pour la formation de l'intelligence. Ensuite, l'éducation concerne la vie morale. Et c'est vrai que si la vie morale se prépare avant l'âge de raison, par l'acquisition de bonnes habitudes, et en évitant les mauvaises habitudes, par le développement de bons sentiments, et en évitant les mauvais sentiments, par la formation d'une première maîtrise de soi en se soumettant aux permissions et défenses des éducateurs, il n'empêche que cette vie morale doit, à partir de l'âge de raison, se développer sous la conduite de l'éducation. Il faut d'abord un enseignement moral qui forme la conscience, en éduquant à un discernement personnel du bien et du mal. Ça, c'est capital dans la formation de la conscience. L'enfant saura ce qui est bien, ce qui est mal. La pire erreur serait de présenter la morale comme un système de permission et de défense. C'est vrai que dans la morale, il y a des permissions et des défenses. Mais on ne peut pas présenter la morale uniquement comme un système de permission et de défense qui sont imposés de l'extérieur par quelque autorité plus ou moins arbitraire ou tyrannique. Et par là, de maintenir l'enfant dans des catégories puériles du permis et du défendu qui ne conviennent qu'avant l'âge de raison. Avant l'âge de raison, oui. Donc, c'est une erreur de présenter cette morale uniquement comme un système de permission et de défense. Et de soumettre l'enfant au discernement des autres parce qu'il n'est pas encore capable de discernement personnel. Ça, c'est avant l'âge de raison. Oui, il n'est pas capable de discernement personnel. Mais après, il peut être... Et l'éducation consiste justement à ce qu'il soit capable de faire un discernement entre le bien et le mal. Donc l'enfant ne passe de la période pré-morale à la vie morale que si on lui fait acquérir un discernement personnel du bien et du mal. Comment ? Par l'usage de son intelligence. Et cela comporte donc une formation du jugement moral qui est liée à la formation de la prudence. Le fondement de la morale, et ça c'est très important, c'est pour ça que je ne m'arrête pas à cela en disant la morale n'est pas simplement une suite d'interdits et d'autorisations. Le fondement de la morale, c'est le bien. C'est que le bien soit voulu. Vous voyez ? Il y a donc une éducation de la volonté, là, à vouloir fermement le bien et à vouloir fermement éviter le mal. À vouloir ce bien avec ardeur, et par là, à ne s'en jamais détourner sous quelque prétexte que ce soit. Et cela n'est réalisable que par la force des vertus. Et toute la vie morale consiste justement à éduquer les vertus, à éduquer l'enfant, sa conscience, à choisir le bien, la vertu, sans laquelle notre volonté, faible, chancelante, va céder à tous les entraînements qui vont la détourner du bien. Les vertus doivent être formées par l'éducation.
Et là, c'est une formation essentielle et indispensable à la vie morale. Encore une fois, on ne doit pas présenter la morale uniquement sous la forme négative d'un système de défense, mais on doit la présenter comme le dynamisme d'une réalisation effective du bien. Et quand on corrigera l'enfant, on lui dira, voilà, tu vois, si tu avais choisi le bien, ben ce ne serait pas arrivé. Si tu t'étais porté vers le bien, alors que tu savais que c'était mal. Il ne faut pas non plus présenter la morale d'une manière négative, uniquement négative, comme simplement une lutte contre des défauts. Ce qui serait lutter comme Don Quichotte contre les moulins à vent, parce que un défaut, qu'est-ce que c'est ? Un défaut, c'est un manque, c'est une absence de quelque chose. On ne peut pas lutter contre un manque, c'est-à-dire contre quelque chose qui n'existe pas, mais d'une manière constructive, d'une manière positive, comme l'acquisition des qualités, des vertus dont les défauts sont le manque. Voyez ? Donc plutôt que de considérer la morale d'une manière négative, comme une lutte uniquement contre des défauts, eh bien lui présenter, au contraire, que toute sa vie, il doit acquérir les qualités et les vertus dont les défauts sont le manque. Ainsi, on ne va pas dire à l'enfant de combattre sa paresse, mais de faire des efforts pour travailler. Et par là, il va combattre la paresse. Mais le but n'est pas tout de suite de combattre la paresse, le but c'est de faire des efforts pour travailler. Et par ce moyen-là, il va combattre la paresse. La vie morale, donc, ne doit pas apparaître à l'enfant comme une restriction à sa liberté par suite de règles imposées. Mais au contraire, lui faire comprendre l'acquisition du plein usage de sa liberté par la maîtrise ou la domination de soi, dans laquelle nous devenons esclaves de nos mouvements de sensibilité, de nos instincts, de nos passions, et nous perdons par là l'usage de notre liberté. Tous ces féministes qui sont dans le vice et qui réclament la liberté et qui se prétendent libres, au contraire, sont les pires esclaves. Ils sont esclaves du vice. Donc à propos de la formation des vertus par l'éducation, il faut insister sur la connexion des vertus. C'est-à-dire que les vertus sont solidaires les unes des autres, comme l'ensemble des forces qui maintiennent le dynamisme de la volonté orientée vers le bien. Et pour cela, il faut savoir féliciter un enfant qui a fait quelque chose de bien. Ça, c'est très important aussi. Il y a donc une grave erreur dans certains systèmes d'éducation qui, sous prétexte de serrer les difficultés, prétendent faire acquérir d'abord une vertu, puis une seconde, puis une troisième. C'est à peu près comme si on voulait, pendant la croissance de l'enfant, faire grandir d'abord son bras droit et ensuite son bras gauche. De même que tous les membres de l'organisme vivant croissent ensemble, eh bien, les vertus, qui sont les membres solidaires de l'organisme moral, se développent aussi ensemble. Alors, bien sûr, l'erreur qui considère la morale comme la soumission à des règles uniquement, considère aussi les vertus comme indépendantes les unes des autres. La même erreur, car on pourrait alors obéir à certaines règles et pas à d'autres. Donc avoir certaines vertus et pas les autres. Quand on a compris que la morale ne consiste pas uniquement dans la soumission à des règles, mais dans l'orientation de la volonté vers le bien, c'est ça, en quoi consiste la morale. Quand on a bien compris cela,
on comprend en même temps qu'on ne peut pas demeurer orienté vers ce bien si, dans quelques domaines, on s'en laisse détourner. Donc, que chaque vertu suppose toutes les autres. Il ne peut pas y avoir de maîtrise de soi dans un domaine si partout ailleurs on pratique le laisser-aller et cède à tous les entraînements. L'éducation morale, c'est une éducation de la volonté à se porter vers le bien. Une éducation de la volonté à la maîtrise, à la domination de soi, en tout et dans tous les domaines, sans jamais tolérer aucune forme de laisser-aller et toujours en vue du bien à pratiquer. La formation morale comporte donc l'éducation à la vie sociale. Là, je reste au niveau purement naturel, quand on dira l'éducation à la vie sociale, évidemment, pour un chrétien, ça comporte la charité. Éducation à la vie sociale, à la collaboration, à la solidarité avec les autres, à savoir faire équipe, comme on dit, à la volonté du bien commun. Il y a un bien commun qu'on doit respecter, au dévouement à ce bien commun, et par là, à l'obéissance aux autorités responsables. L'obéissance sera beaucoup plus facile, vous voyez, aux autorités responsables, si l'enfant, il a une volonté de respect du bien commun. Pour cela, il est important que, soit par l'école, soit par des groupes ou mouvements d'enfants ou d'adolescents, l'enfant fasse l'expérience d'une vie sociale qui dépasse le milieu familial. Et il est normal que l'enfant, dans cette vie sociale, trouve l'occasion d'amitié, amitié d'élection, de saines amitiés, de s'y choisir des amis. Et l'expérience de la véritable amitié, elle est indispensable au développement moral complet de l'enfant, au développement moral complet de l'être humain. Et puis, l'expérience de la vie sociale, elle doit aussi former l'enfant au courage, au sens du risque, sans témérité, évidemment, c'est-à-dire avec prudence, au sang-froid devant les dangers, les difficultés imprévues, former l'enfant à la confiance en soi, évidemment sans présomption ni vanité, une confiance en soi qui est fondée sur ses efforts. Tu vois, tu as été capable. Dire ça à un enfant qui hésite toujours, c'est qu'on l'a peut-être pas assez formé et on l'a pas assez félicité. Tu vois, tu as réussi. C'était dur, mais tu as réussi. Donc ça favorise la confiance en soi-même, sans vanité. À ne pas se laisser aller à la colère. La vie sociale, ici je suis dans l'expérience de la vie sociale, elle va favoriser la charité. À ne pas se laisser aller à la colère. Cette expérience de la vie sociale va former l'enfant à la persévérance dans ce qu'il a entrepris. Il a commencé quelque chose, non, tu termines. Parce que si tu l'as commencé, c'était pour quelque chose, tu avais un but. Expérience de la vie sociale qui forme l'enfant à de saines ambitions, qui sont conformes à ses capacités, évidemment, qui forme l'enfant à l'enthousiasme devant ce qui est beau, devant ce qui est grand, devant ce qui est difficile, et puis qui va former l'enfant à la patience, à travers les obstacles et les difficultés. Tout ne va pas tout seul. Tu arriveras, mais après beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés à travers les obstacles. On n'a rien sans rien. Voilà, et nous aborderons la prochaine fois et la question religieuse, évidemment. Après l'intelligence, après le physique, l'intelligence, la morale, la vie religieuse. La formation religieuse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.